On retrouve Nicolas Hullens après un petit temps, hein. Ceux qui nous suivent savent qu'on a souvent et beaucoup travaillé avec Nicolas sur le Kazakh-Gate, déménagement de la police fédérale, les affaires russes, etc., etc. C'est un plaisir, Nicolas, de te retrouver aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Alex. On va discuter beaucoup de von der Leyen, la fameuse présidente de la Commission européenne qui a un passé sulfureux et qui peut qui peut nous aider à comprendre pas mal de choses sur la manière dont fonctionnent les institutions européennes, mais aussi le business politique et la corruption de manière générale. Explique-nous un peu, tu avais écrit d'ailleurs un article dans Kéros sur von der Leyen, Ursula, de son prénom. D'où elle vient un peu Alors Ursula Albrecht, c'est son nom de jeune fille, est la fille d'un ministre de la CDU. Elle a elle-même fait une carrière au sein de ce parti politique, la CDU. Et elle a été ministre dans différentes fonctions au sein du gouvernement allemand, mais elle a été par deux fois au sein de deux gouvernements allemands ministre de la Défense. Et c'est à ce moment-là que des problèmes graves sont survenus, pour la simple et bonne raison qu'elle a conclu des contrats avec des sociétés comme McKinsey, mais également d'autres comme KPMG. Des grosses structures. Oui, en matière de conseil pour de la défense allemande, pour 390 millions d'euros. Le problème, c'est que ces contrats n'ont pas été faits selon les règles, et surtout qu'on constate le conflit d'intérêts, puisque son fils était lui-même, David von der Leyen, était lui-même partenaire chez McKinsey. Je crois qu'il est toujours. Hein. Et il est toujours partenaire chez McKinsey. Et donc, la défense allemande n'était pas habituée à ça, et les dents ont grincé au sein de la défense allemande. Et von der Leyen n'a pas su justifier le choix de ces sociétés de consultance. Madame von der Leyen a placé une des patronnes de McKinsey à la tête du département chargé de l'achat de l'armement pour la Bundeswehr, l'armée allemande. Tiens. Et donc, cette dame qui s'appelle Catherine Suder va passer du stade de patronne de McKinsey au stade de secrétaire d'État à l'armement. Et ça va poser des problèmes à l'armée allemande dans sa globalité, donc aux trois armes de l'armée allemande, de se retrouver avec une femme d'affaires pour un département aussi important. D'autant plus qu'il y a eu d'autres problèmes. Certaines sociétés de consultance ont imbriqué au sein de la défense allemande sans, et ça nous rappelle Frank Robben, sans enquête de sécurité, des gens avec la capacité d'avoir accès à des dossiers super secrets, top secrets, et donc on a le même type de problème qu'avec Frank Robben à cette époque-là, sauf qu'au moment où le Parlement allemand veut enquêter, von der Leyen va nettoyer totalement son GSM et toutes les preuves qui permettraient au Parlement allemand de déterminer qu'il y a eu corruption. En clair, ce qu'on peut présumer, c'est que Madame von der Leyen, ou soupçonner, c'est que Madame von der Leyen a profité de ce qu'on appelle communément dans le métier un kickback, c'est-à-dire que les 390 millions d'euros, elle en a touché rétrospectivement une partie de façon discrète. Qu'elle a placé dans des endroits protégés. Et quand le Parlement allemand a voulu faire une enquête là-dessus, Ursula von der Leyen a fait nettoyer totalement son GSM et non, ils n'ont pas eu accès aux informations qui auraient pu donner la preuve nécessaire pour l'incriminer. Et à ce moment-là, il y a eu une présomption aussi, concernant sa nomination en tant que numéro 1 européenne, d'exfiltration de Madame von der Leyen, puisque, à l'instar de Didier Reynders, elle allait bénéficier d'un statut la protégeant en tant que numéro 1 européenne, et donc de l'arrêt des enquêtes pour d'éventuels détournements de fonds en tant que ministre de la Défense. En même temps, quand on la place là, on sait qu'elle va servir la bonne cause, c'est-à-dire pas le bien commun, mais plutôt, et là on le voit maintenant, les industries pharmaceutiques, comme Pfizer, par exemple. Mais donc, quand on travaille en matière criminelle, on aime bien regarder le modus operandi des gens. Et le modus operandi ici sera exactement le même. Donc, au lieu de s'appuyer sur son fils comme officier de liaison avec McKinsey, là, elle va s'appuyer sur son mari, Eiko von der Leyen,
qui va être très bizarrement nommé au conseil d'administration d'une énorme boîte spécialisée en matière d'ARN messager, Tiens, Orgenesis ou Ergenesis, qui appartient au groupe Vanguard, exactement comme Pfizer a comme actionnaire le même groupe Vanguard. Et donc, Heiko von der Leyen va pouvoir avoir un rôle d'officier de liaison avec Pfizer. Et donc, on se retrouve dans exactement le même type de processus, à savoir l'achat pour 36 milliards, donc on n'est plus dans 390 millions, on a mis, dans la cour des grands, là, on a mis le booster, sans jeu de mots. On est à 36 milliards d'euros d'achat de doses Pfizer directement par la numéro 1 européenne. Et on constate qu'elle l'a négocié en direct, dans un processus totalement anormal. Elle l'a négocié directement avec Albert Bourla, le patron de Pfizer. Mais de nouveau, comme ce qu'elle a fait à la Défense, lorsque des parlementaires européens commencent à s'inquiéter, et ont demandé d'avoir accès à ces SMS qu'elle a échangé avec Albert Bourla. Elle a nettoyé tout son système informatique et son GSM, et donc toute preuve a disparu, et elle prétexte qu'elle n'est même pas obligée de donner les conversations qu'elle a eues en direct avec Albert Bourla. Ouais, donc ici, certains la soupçonnent de pouvoir revendiquer jusqu'à 2% de ces 36 milliards, ce qui fait... qu'elle aurait touché. Oui, qu'elle aurait touché. Et, ce qui fait pas mal, ouais. Oui, ce qui fait beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut penser que si elle est comme ça, totalement dans l'impunité, elle est soutenue par d'autres, et il y a des pressions énormes qui se font, puisque tu connais un peu ça. C'est incroyable quand même que la presse a quand même dû révéler qu'il y avait des échanges de SMS entre le PDG de Pfizer et elle, mais que voilà, il n'y a rien qui sort et on trouve ça normal. Elle doit être soutenue par d'autres hauts placés à la Commission des institutions européennes, mais aussi par des gens dans les firmes privées. Et c'est impossible, sinon on n'est vraiment plus dans un état de droit. Alors, on constate deux choses. La première, c'est que le Parlement européen a une grosse difficulté à faire tomber la Commission. Il a des difficultés à faire tomber une personne en particulier au sein de la Commission. Il doit faire tomber l'intégralité de la Commission. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Ce qui serait peut-être une très bonne chose, mais le Parlement va se retrouver devant des pressions internes parce que certaines personnes ont à gagner à garder une Commission comme elle est pour le moment. Ça veut dire qu'il y a des parlementaires qui en profitent. Voilà. La seconde chose, et surtout qu'ils appartiennent à des grands partis qui eux-mêmes appartiennent à des groupements au sein du Parlement européen, et donc ils sont soumis à une discipline de groupe, et voilà. La seconde chose, c'est qu'on constate que, et c'est probablement ça le plus grave, et c'est en ça que je pense que c'est intéressant de se poser la question, il existe à l'heure actuelle un parquet européen anticorruption. Avant ça, c'était les parquets nationaux qui devaient enquêter. Mais chaque fois, vu les enjeux qui étaient plurinationaux, il n'arrivait pas à grand-chose. Donc on a créé un parquet européen anticorruption qui est dirigé par une Roumaine, Laura Kövesi, qui a engrangé certains résultats dans la lutte contre la corruption en Roumanie, mais est critiquée quand même, parce qu'elle est elle-même la fille d'un procureur au départ communiste, et qui est devenu, qui a laissé tomber sa carte de parti au moment où la Roumanie a changé sa façon de voir les choses, et qui est aussi critiquée parce qu'elle est elle-même soumise à des poursuites en Roumanie pour corruption, et qui aurait laissé tomber des poursuites assez importantes à l'encontre de deux géants multinationaux, donc la société EADS et Microsoft. Ça sent la corruption de nouveau. Voilà. Et donc Laura Kövesi est elle-même critiquée pour corruption. Mais surtout, elle est effectivement la patronne du parquet européen, mais qui a-t-elle au-dessus d'elle? Une vieille connaissance, le commissaire européen à la justice et à l'état de droit, Didier Reynders. Celui que j'avais dénoncé pour son immixtion dans les scandales du Kazakh Gate, des fonds libyens,
du désamiantage du Berlaymont, etc. etc. Oui, il etc. a beaucoup de casseroles. Oui. Et dont l'influence par exemple, les services chinois ou d'autres, c'est vu dans plusieurs dossiers. Voilà. Oui, donc c'est lui qui est censé lutter contre ce qu'il a, des affaires dont il est lui-même, au niveau de la Belgique, un fervent participant. Et donc, normalement, il devrait y avoir une enquête par rapport à ces présomptions. Ces présomptions vont devenir insupportables pour l'opinion publique, surtout si les effets secondaires liés La vaccination, à la vaccination continuent à augmenter. Et donc, dans ces conditions-là, une enquête sera faite par l'OLAF, qui existe depuis un certain nombre d'années. L'acronyme de, rappelle-nous. Ben, c'est le système anticorruption, le service anticorruption de la Communauté européenne. Et qui sera chapeauté par le parquet européen anticorruption, qui lui-même sera chapeauté par Didier Reynders. Et donc, sans vouloir préjuger, je pense que les chances que M. Reynders laisse faire une enquête de façon totalement indépendante sont extrêmement faibles. Extrêmement faibles, puisqu'il est lui-même impliqué dans un nombre considérable d'affaires de corruption avec son bras droit, Jean-Claude Fontinoy. Il a le pouvoir d'étouffer l'affaire? Oui. Il a tant de pouvoir? Oui, il a ce pouvoir-là, oui, oui. Donc tant qu'il sera là, on peut supposer que rien n'avancera? Non. Quand on sait également que le Premier ministre Alexander De Croo est quand même assez proche de von der Leyen, qu'il avait fait en octobre une conférence avec une PDG, je veux dire une haut placée chez Pfizer qui était en visioconférence, qui félicitait la Belgique dans la manière dont elle avait permis la vaccination, mis en place le programme de vaccination. Et on a vu aussi Alexander De Croo signer avec von der Leyen une espèce de programme pour faire de la Belgique une biotech valley pour le futur. Donc on voit que von der Leyen, elle est quand même fort présente. Je n'ai pas encore lu l'enquête d'Adrian Anțiu, un journaliste roumain, mais je pense que tu l'as lu, et on cherche d'ailleurs à le contacter pour pouvoir faire une interview avec lui. Mais c'est une bombe, cette enquête, au fait. D'ailleurs, oui. Aucun média n'en a parlé, aucun média de masse. Mais voilà, il y a pas mal de contenu qui pourrait permettre d'envoyer Miss von der Leyen derrière les barreaux, quasiment. Ou en tout cas de faire tomber l'exécutif européen. Mais je pense qu'effectivement l'enquête de ce journaliste roumain est essentielle à lire, et si vous arrivez à vous la procurer, on peut la partager. Il faut donc il parle de tous ses liens, de son historique, du mari, de ses liens avec Pfizer. Je trouve que le sujet est tellement grave qu'on ne peut pas faire l'économie d'une enquête dans cette matière-là. Et effectivement, si les effets secondaires de la vaccination continuent à se faire sentir, ça va devenir insupportable. Et le fait que quelqu'un comme M. Reynders ou comme Mme Kövesi puisse... qu'on n'ait pas la certitude que cette enquête soit faite de façon neutre et indépendante, c'est insupportable. Et concernant M. Reynders, ses antécédents ne plaident absolument pas pour lui. Beaucoup de gens ont dit qu'il avait été exfiltré comme Mme von der Leyen vers l'Europe. Et c'est là qu'on voit que le système politique européen est dans sa globalité, où les grands mandats européens sont comme dans une poubelle pour les partis politiques traditionnels, occupés par des gens qui ont des passifs judiciaires importants. C'est insupportable. Voilà. Merci Nicolas, j'espère qu'on se reverra plus souvent pour discuter de l'état en putréfaction de ce qu'on peut plus appeler pour moi des démocraties. Merci.